azosenga nini unwa kuja kuvata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unwa kuja kuvata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Peuple souverain. Peuple souverain, votre émission produite par le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, présentée par le père Emmanuel Bouéa du secteur recherche et animation sociopolitique, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Vous êtes bel et bien branché sur le 7.7 et vous êtes sur l'émission Peuple souverain. Pour aujourd'hui, nous recevons Monsieur Karis Bassoko, politologue. Bonjour Monsieur Bassoko. Bonjour Monsieur Landry. Aujourd'hui, vous allez nous entretenir sur le passé colonial. Exact. Pourquoi, d'entre deux jeux, avez-vous trouvé opportun de parler du passé colonial de notre pays? Parce que ce thème du passé colonial est à la fois un thème pertinent et permanent dans notre vécu, mais nous n'en parlons que très peu. C'est un peu une sorte de réminiscence que je souhaiterais que l'on fasse de façon collective en lançant justement le débat sur ces passés coloniales, mais aussi parce que notre ancien colonisateur, qui est la Belgique, le royaume de la Belgique, a d'une certaine façon lancé les réflexions pour aborder ce passé colonial, pour aborder tous les faits qui ont caractérisé ce passé colonial. Vous êtes sans savoir que le roi des Belges, le 30 juin, a écrit une lettre au président de la RDC, monsieur Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi, où il a exprimé ses plus profonds regrets pour les actes de violence, pour les actes de cruauté commis pendant la période de l'État indépendant du Congo, et également pour les souffrances et les humiliations commises plutôt pendant la période coloniale. Donc c'est un débat qui est à l'heure du temps. Mais une fois de plus, je tiens quand même à préciser que ces débats trouvent un contexte. C'est un contexte marqué par le décès de George Floyd aux États-Unis. Et ces décès par un policier blanc dans des conditions atroces, inhumaines, rappellent dans le subconscient collectif mondial les rapports des dominations qui ont caractérisé l'histoire sous des motifs scientifiques fallacieux. Donc c'est pour cette raison que j'estime que c'est important que nous puissions aborder ce thème du passé colonial. Donc si je vous suis bien, votre démarche se fait en réaction de ce qui se passe en Belgique. Donc vous êtes un peu dans le réactif parce que vous parlez du décès de George Floyd qui a eu beaucoup de conséquences partout en Europe occidentale, en Amérique, mais ici en Afrique, au Congo, il n'y a eu pratiquement aucun écho. Et la colonisation, même dans le cadre des 60 ans de notre indépendance, on en parle très peu. Donc, vous êtes un peu dans le réactif, si je vous comprends bien. Je ne suis pas dans les réactifs, d'autant plus que dans mon entame, je vous ai expliqué que le thème est permanent dans notre vécu, dans certains milieux spécialisés, dans les milieux universitaires, nous en parlons régulièrement. Plusieurs ouvrages abordent la question, sauf qu'au niveau de la presse, au niveau du grand public, la question est très peu abordée. Voilà. Vous pourriez avoir raison par rapport à l'expression réactif si je prends l'aspect de l'opportunité. L'opportunité, c'est effectivement le décès de George Floyd qui remet un peu cette question des rapports des dominations entre différents peuples à l'ordre du jour. Et pour moi, c'est une opportunité, c'est une occasion, justement, dans notre société qui ne s'attelle pas suffisamment sur ces questions fondamentales, de réagir et de nous regarder nous-mêmes par rapport à
par rapport à nos propres réalités coloniales qui sont fort méconnues dans notre subconscient collectif. Ok, merci beaucoup. Et quel regard vous mettez par rapport à la colonisation des Belges? Comment est-ce que vous percevez cette colonisation en très peu de mots? La colonisation belge, qu'est-ce à dire, comme le disait le feu président Mobutu? Dans un premier temps, vous avez des aventuriers européens qui s'aventurent, permettez la tautologie, dans nos territoires, Oui. et qui envoient régulièrement des récits à leurs souverains. Il s'avère qu'un certain Léopold II, de la Belgique, deuxième roi du royaume de Belgique, est fort longtemps habité par ce désir d'acquérir une colonie. C'était dans l'air du temps. Après un contact assez, je ne dirais pas fortuit, mais quand même bien à la fois préparé, à la fois investigué, il a pu, avec l'aventurier Henry Morton Stanley, Ouais. asseoir ses projets de colonie, d'avoir une terre africaine pour pouvoir projeter ses ambitions à la fois de grandeur, mais aussi surtout d'exploitation. Voilà. Donc c'est comme ça que Léopold II, en 1885, départ la conférence de Berlin, devient propriétaire du Congo. Mais, une fois de plus, il a fallu qu'il puisse convaincre les grandes puissances de l'époque. Il les a convaincus avec un motif fallacieux. Le motif, c'était mettre fin à l'esclavage des arabo-musulmans dans l'espace à la fois congo-africain en général. Donc, il utilise ces motifs philanthropiques de bonté qui sont en réalité faux pour pouvoir s'acquérir nos terres. Ça, c'est une chose. Et puis, les personnes qui l'ont aidé justement à faire en sorte que le Congo devienne sien utilisent soit la menace, soit la ruse pour réussir à convaincre nos souverains de céder leurs droits. Les droits sur leurs terres, les droits sur l'héritage et les droits sur tout ce qui, à la fois leurs vassaux, mais aussi tout ce qui était sous leur autorité. Donc, un droit européen qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas connu par des chefs africains, en des langues qui ne sont pas connues, maîtrisées par des chefs africains, et c'est comme ça que nos terres se sont retrouvées entre les mains de ces souverains belges. Donc, je dirais très clairement que les motifs étaient un motif fallacieux et faux, et le droit par lequel il a acquis nos terres, c'est une escroquerie en réalité. S'il fallait faire le procès de la colonisation, il faut absolument reconnaître la nullité des contrats qui ont été signés par nos chefs. Tout part de là. Le motif de départ, il est fallacieux. Le droit sur lequel on se repose pour pouvoir acquérir nos terres, non seulement c'est un droit étranger au nôtre, mais il comporte plusieurs deuils. Ça, c'est dès le départ. Et puis, en soi, dans la colonisation, on s'est rendu compte, par la violence qui a été exercée, que la nature même qui a motivé ces prises de terre, c'était des motifs faux. Mais il y a quand même des bienfaits à la colonisation. La colonisation, comme l'ont dit ceux qui sont venus pour la soie, c'était pour civiliser. Donc, civiliser les hommes et femmes qui habitaient l'espace Congo. Donc, il y a quand même des bienfaits. Ils ont construit des routes, l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est grâce à cette colonisation. Est-ce que le tableau que vous peignez de la colonisation n'est pas un peu trop sombre? Pas du tout. Je parle des faits.
les faits, je vous les ai rappelés, je vous ai rappelé ces faits tout à l'heure. Le motif, il est faux. Le droit comporte des irrégularités. Donc, en soi, l'État indépendant du Congo, quoique juridiquement existant, si nous devons faire le procès de ces aspects juridiques, des aspects juridiques qui ont donné lieu à cet État, on pourrait mettre en pièces ou ne plus reconnaître à titre posthume la légalité, la validité de cet État. Donc, selon mon entendement, le Congo existe non pas depuis 1885, mais depuis 1960. Parce qu'en 1960, vous avez plusieurs peuples ou plusieurs représentants de peuples de la RDC qui décident d'un commun accord de créer cet État. De créer cet État sur base de ce qu'a laissé le colon. C'est-à-dire, si vous parlez des faits, c'est vrai que vous venez d'énumérer les faits, mais les routes sont aussi des faits, les bâtiments sont des faits. Parlons de ces bienfaits. L'administration qu'ont laissé les Belges, ce sont aussi des faits. Parlons de ces fameux bienfaits. Pour moi, ce ne sont pas des bienfaits. Parce que lorsque Léopold II arrive au Congo, l'ambition première est d'exploiter, pas de civiliser, contrairement à ce qui est publiquement annoncé. Et on voit à travers les actes qui sont posés par ces agents qu'il n'est pas là pour civiliser. Il est là pour effacer ce qui existait comme culture, ce qui existait comme habitude, us, coutume, et pour implanter quelque chose de nouveau, pour rendre corvéable ces populations qu'il trouve dans ces territoires. Donc il est d'abord là pour exploiter. Et dans cette ambition d'exploitation, et cela continue avec la période coloniale à partir de 1908, tout ce qui est fait en termes de construction des routes, c'est pour permettre l'évacuation des matières premières. Tout ce qui est fait en termes de construction des dispensaires, c'est pour permettre que les ouvriers, les Congolais, qui vont travailler en tant que main-d'œuvre pour cette exploitation, évidemment, sont en bonne santé. Autant les fameuses écoles. Il faut rappeler qu'à l'époque, les écoles qui étaient construites pour les populations africaines et particulièrement congolaises, c'est limité à un certain niveau. C'est faire en sorte que le noir, le Congolais, ne puisse pas s'élever intellectuellement, entre guillemets, pour un jour revendiquer sa liberté, la liberté des jouissances de ces terres. Donc, on ne peut nullement parler des bienfaits. C'est un peu comme si on engraissait son mouton, on engraissait son porc, en sachant que à la fin de l'année, on va le manger. Ce n'est pas fondamentalement pour ses bienfaits ou pour son bien-être. Ok. Et n'est-il pas aujourd'hui en 2020, c'est-à-dire 60 ans après l'indépendance, anachronique de parler de colonisation, parce que je crois que l'eau est passée sous les ponts. Hein. Si il est vrai que la colonisation a eu des effets néfastes pour notre société, aujourd'hui, l'individu Congo a 60 ans, donc il peut se prendre en charge, il peut aller de l'avant. Est-ce que ce n'est pas de la victimisation de toujours indexer les Belges, c'est la faute aux Belges? Est-ce qu'il ne serait pas grand temps qu'on puisse avancer et essayer de faire table rase de tout ce passé malheureux? On ne peut pas faire table rase du passé, parce que les conséquences de ce passé se comptent encore aujourd'hui. Il faut rappeler que 60 ans dans la vie d'une nation, c'est absolument rien. Mais l'homme congolais aujourd'hui est le fruit de ce passé. La conception de l'homme congolais dans son être, dans son espace, dans son rapport avec l'autre, part de ce qui lui a été insufflé, inculqué pendant cette période coloniale. Donc c'est la faute aux Belges si l'homme congolais n'arrive pas à aller de l'avant. Si aujourd'hui le pays connaît cet immobilisme, le pays n'avance pas, c'est la faute de la colonisation.
C'est à peu près ça votre discours. Vous savez, c'est très réducteur que de simplifier les choses en disant c'est la faute à l'autre, alors je n'ai aucune responsabilité. Voilà. En 60 ans, je pense que les Congolais ont quand même eu la possibilité de se former, de se créer leur propre univers, leur propre rapport à l'autre, leur propre être, pour pouvoir redéfinir leur présent. Bien évidemment, la responsabilité, 60 ans après, elle est congolaise. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit occulter les origines, les faits, les événements qui ont donné lieu justement à cette, au fait que nous soyons partis un peu en retard par rapport aux autres peuples. Donc, je le rappelle et je le dis clairement, le Congolais est le premier responsable de son vécu, de sa réalité, de sa projection de l'avenir. Mais le Congolais, pour se retrouver, doit analyser les faits qui l'ont conduit à cet état des choses. Et dans ces faits, on retrouve très clairement ces passés coloniales. C'est la nuance. Voilà. Alors, comment, selon vous, doit-on enseigner la colonisation aux enfants d'aujourd'hui, que ce soit dans les programmes scolaires, dans les programmes universitaires? Quelle approche doit-on adopter pour que l'enseignement de la colonisation puisse avoir un effet positif sur l'apprenant congolais? Malheureusement, justement, après l'indépendance du Congo, je ne sais pas si c'est par une forme de traumatisme, mais le nouvel indépendant, le nouvel État indépendant avec son peuple a commis l'erreur d'essayer un peu de faire une sorte de table rase du passé. Ce qui fait que l'enseignement colonial, l'enseignement de la période coloniale n'a pas été mis en avant par ceux qui devaient définir justement nos programmes scolaires. Je dirais même pire, ce qui est enseigné aujourd'hui dans nos cours d'histoire, c'est ce qui était enseigné à l'époque coloniale. Exactement. Donc, nous ne nous sommes jamais donné la peine de mettre à jour notre enseignement pour non seulement revisiter l'histoire, mais faire comprendre à nos jeunes générations ce qu'ils étaient avant l'arrivée de l'homme blanc. L'arrivée de l'homme blanc ne marque pas la création de la culture auprès du Congolais. L'arrivée de l'homme blanc marque bien au contraire une rupture. Donc il est important, il est essentiel que dès à présent, nous puissions questionner ces passés pour redéfinir notre regard par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Je veux vous dire par exemple que c'est en dehors du pays que j'ai découvert qui était réellement Lumumba. J'ai fait mes humanités ici, j'ai fait mon école primaire ici, mais on ne m'a presque jamais parlé de ce qu'était réellement Lumumba, son combat, son vécu, et ce qu'il représentait pour l'Afrique et pour toutes les nations qui souffraient d'exploitation, qui souffraient un peu comme le Congo dans les années 50, 60 et même bien avant, de ces capitalismes dévorants qui ne laissaient pas place à la liberté de peuple. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions revisiter ces passés, que nous apprenions par exemple le courage du chef Lusinga qui a résisté à la colonisation et qui a vu ou qui s'est vu trancher la tête simplement parce qu'il ne voulait pas céder ses terres. Il y a dans l'histoire toujours de cette colonisation plusieurs révoltes qui n'ont jamais été comptées dans nos écoles. La révolte des Batetela, on nous l'a jamais enseigné, on nous l'a jamais exposé pour... Vous savez, un enfant s'est construit sur les histoires qu'il entend. Voilà. Son imaginaire, il le construit sur le héros qu'on lui a
exposé soit à l'école ou même à travers les dessins animés qu'il a regardés à la télé. Et aujourd'hui, les enfants congolais, qui est-ce qu'ils ont comme héros? Est-ce des figures qui leur ressemblent, les Congolais, les Africains, les nègres, ou ce sont des personnes qui ont des yeux bleus, qui ont des cheveux blancs? Cette chose doit être absolument revue. C'est une nécessité absolue. Absolue, je vous le dis. Voilà, et j'aimerais quand même que vous puissiez vous prononcer sur les bienfaits. Je sais qu'il n'y en a pratiquement pas, mais pendant l'indépendance, il y avait quand même un État qui était organisé, une administration. Bien que c'était pour l'intérêt des Belges, le pays était organisé. N'y a-t-il aucune leçon, ne serait-ce que quant à l'administration, quant à l'organisation du pays à tirer de la colonisation? Est-ce que vous comprenez ce discours qui fait un peu l'apologie, si on peut le dire, de la colonisation? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des intellectuels qui disent que, des vieux intellectuels qui disent que des temps des Belges, les choses étaient quand même mieux. Comment est-ce que vous percevez, quelle lecture vous faites de tout ça? L'histoire des hommes est faite des rencontres. Le droit aujourd'hui qui domine le monde francophone, le droit civil, il part de Napoléon. Napoléon lui-même qui a été nourri par les Lumières eux-mêmes qui ont été nourris par la civilisation romaine qui elle-même elle a été nourrie par la civilisation grecque, et la civilisation grecque qui elle-même a été nourrie par la civilisation égyptienne. Aucun de peuple aujourd'hui ne peut se revendiquer être détenteur suprême, ultime d'une connaissance. Donc, par rapport aux faits coloniaux, bien évidemment, les Belges ont installé une administration, une fois de plus, rappelons-le, parce que les buts premiers étaient d'avoir les structures suffisamment bien organisées afin que l'exploitation puisse se passer de la manière la plus meilleure possible. Ça, c'est un fait. Et de l'autre côté, nous héritons de ces structures, sauf que ces structures, nous devons les transposer dans une nouvelle réalité qui est la réalité du Congo. C'est à ce moment-là qu'intervient notre responsabilité. C'est à ce moment-là que je mets l'accent sur la responsabilité du Congolais. Qu'as-tu fait de cette organisation qui, certes, n'était pas construite dans ce même contexte de la République démocratique du Congo ou du pays Congo? Qu'en as-tu fait? Parce que ça pouvait être profitable. Mais finalement, c'est comme s'il y a eu une espèce de... non pas seulement des cassures, mais on s'est retrouvé un peu amnésique et perdu en se disant ces structures, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas comment gérer un État. Et pourtant, les choses peuvent s'apprendre non pas seulement dans l'État, mais aussi par l'ouverture au monde. C'est ce que nous aurions dû faire, mais nous ne l'avons pas fait. Mais heureusement, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et je pense que nos autorités doivent questionner ces faits du passé pour voir comment rectifier le tir. Il en va de notre avenir. Voilà. Si je peux vous résumer, la colonisation, le colon a construit le Congo en détruisant le Congolais. Alors, comment peut-on faire pour reconstruire le Congolais? Quelles sont les pistes à exploiter selon vous? Reconstruire les Congolais passe dans un premier temps par la redécouverte de ce passé. Non pas seulement le passé colonial, mais le passé dans sa large définition. Nous n'existons pas à l'arrivée de l'homme blanc, nous ne naissons pas uniquement en tant que culture, en tant que civilisation, même si ces cultures sont multiples, même si ces civilisations sont multiples, à l'arrivée de l'homme blanc. Il faut redécouvrir ce que nous étions avant. Mobutu a tenté
le recours à l'authenticité. Il a tenté. Je pense que si ce projet était mieux réfléchi, il allait aboutir à quelque chose de merveilleux. Parce qu'il ne manquait pas des arguments. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je ne suis pas juge de l'histoire pour pouvoir condamner Mobutu. Donc, nous devons commencer par redécouvrir ces passés qui, à certains égards, étaient glorieux. Ensuite, nous devons étudier ce qui était comme conséquence de rencontres entre nous et les autres peuples du monde, la colonisation, et ensuite seulement nous redéfinir en faisant une espèce de Macédoine de toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés, et aussi parce que nous sommes en train d'essayer de nous projeter dans l'avenir. Quel Congo, quelle Afrique nous voulons voir dans 30, 40, 50 ans? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme élément du passé pour pouvoir nous projeter? Chaque peuple ne peut donner que ce qu'il est dans ces rencontres de culture. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Si nous ne savons pas répondre à cette question, alors qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous mettons sur la table dans cette rencontre de culture? Voilà, alors, dernière question. Quid des relations belgo-congolaises? Comment doit-on aborder ces relations avec tout ce passé assez chargé? Très rapidement. On doit quand même féliciter la Belgique d'avoir entamé cet exercice de revisiter son passé colonial. Nous devons nous aussi faire cet exercice de revisiter notre passé. Et puis nous devons nous regarder droit dans les yeux avec les Belges et nous dire ce qui s'est passé est regrettable. Il y a des dommages que nous pouvons encore compter aujourd'hui. Dans quelle mesure il est possible de réparer certaines choses? Dans quelle mesure il est possible, par exemple, de restituer peuple azosenga nini unwa kudia kuvwata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unwa kudia kuvwata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. C'était là votre émission Peuple souverain, essentiellement consacrée à la participation citoyenne et à l'émergence d'un nouveau leadership, présenté par le père Emmanuel Bouéa, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitombo.